plus tarder, je vous présente mon invité d'aujourd'hui, Pierre Savignac. Bonjour Pierre, président et fondateur de la firme Emergex, RSEDE Subventions. Et je veux dire aux gens, pour ceux, je pense que les gens sont familiers, mais enfin, on va expliquer cet acronyme. Pierre a une longue feuille de route de plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des technologies de l'information au sein d'une dizaine d'entreprises. Son esprit entrepreneurial va le rattraper. Il va fonder en 1994 Emergex. Son objectif d'alors et encore d'aujourd'hui vise à professionnaliser la démarche entourant les crédits d'impôt de recherche et développement. Pierre possède une certification de Project Management Professional par l'autorité mondiale dans cette formation, le Project Management Institute, qui est Emergex pour ceux qui connaissent moins l'entreprise. Alors, c'est une firme de consultants, dont Pierre est le fondateur, en financement d'entreprises technologiques grâce à les réclamations de crédits d'impôt de recherche scientifique et développement expérimental, d'où le RSEDE, et affaires électroniques, le programme d'aide à la recherche industrielle et d'autres aides gouvernementales. Donc, Pierre, Emergex est là pour accompagner, je comprends, les gens dans des processus qui sont complexes. Oui. Bon. Notre webinaire d'aujourd'hui, je vous rappelle le titre, « Comment prévenir, sinon survivre, à un audit de vos crédits d'impôt de recherche scientifique et développement expérimental par l'Agence de revenus du Canada ». Alors, sans plus tarder, bien, en fait, je vais laisser la parole à notre invité, donc Pierre Savignac, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Pierre, je te laisse introduire le sujet. Alors, on va passer tout de suite donc en mode présentation. Donc, je te passe la main et voilà, c'est à toi. Voilà. Alors, je tiens à remercier Innocentre pour l'invitation. Innocentre avec qui nous sommes partenaires depuis plus de 15 ans. De cette occasion qui nous est donnée de partager avec vous nos 20 ans d'expérience sur comment prévenir, sinon survivre, à une audit de votre RSEDE par l'ARC. Alors, Anne-Marie vous a brièvement présenté ce qu'Emergex faisait. On est une équipe d'une vingtaine d'employés et consultants à travers le Canada. On cumule des milliers de projets réclamés. Nos ingénieurs informaticiens la majorité de nos employés ont ces profils afin de mieux comprendre vos projets technologiques. Et pour chaque dollar de crédit d'impôt qu'on réclame, pour nos clients, 97 sous sont obtenus. Donc, il y a un 3 sous qui est perdu au griffe de l'ARC, l'Agence du revenu du Canada. On est généralement payé à pourcentage sur les résultats, bien qu'on travaille aussi à l'heure, à l'occasion. Bien qu'on soit spécialisé surtout en TI, nous couvrons tous les secteurs industriels, des sciences de la vie jusqu'au manufacturier. Merci Anne-Marie de m'avoir présenté. Alors, l'ordre du jour, très court aperçu de qu'est-ce que c'est que la RSEDE, un état de la situation sur les audits par l'ARC, comment les prévenir, et si on n'a pas pu les prévenir, comment les éviter. Et on termine avec la période de questions. La présentation sera disponible sur demande. Il suffit de nous en faire la demande par courriel ou au téléphone. Et vous pouvez réécouter l'enregistrement vidéo sur nos sites web, ceux d'Emergex et ceux d'Innocentre. Alors, la RSEDE signifie Recherche scientifique et développement expérimental. C'est un sous-ensemble de ce qu'on appellerait la R&D, mais chaque personne a une définition particulière de la R&D. La RSEDE, elle, répond à des critères plus particuliers. L'objectif est d'encourager les investissements en R&D au Canada. Le programme est très généreux puisque, et ça surprend beaucoup de gens, jusqu'à 74% des salaires en R&D admissibles sont remboursés en crédit d'impôt. Ça en fait les incitatifs parmi les plus généreux au monde. On parle de 3 milliards de dollars au fédéral et presque un demi-milliard par le gouvernement du Québec. Le programme existe depuis plus de 30 ans et risque de rester encore longtemps puisqu'il est considéré comme stratégique pour la compétitivité du Canada. La RSEDE, en 3 critères imagés, on a l'incertitude technologique. Alors, quand on a épuisé les solutions courantes d'après l'expérience ou les connaissances disponibles dans l'industrie
pour résoudre un problème technologique. C'est ce qu'on appelle la diligence technologique. On rencontre un mur technologique. Ça, c'est l'incertitude, premier critère à gauche. Et on veut résoudre cette incertitude à travers une investigation systématique par expérimentation avec la formulation d'hypothèses et de conclusions logiques. Ces expérimentations peuvent être réussites ou des échecs. Et à la fin, on arrive avec un avancement. L'avancement technologique, qui est le troisième critère, peut être positif ou négatif. L'important, c'est qu'il fait progresser la base de connaissances de l'entreprise. Et une fois qu'on est sorti du labyrinthe, on espère éviter de mettre les pieds dans un autre labyrinthe, celui de l'audit. Alors ici, ce qu'on observe, c'est que même si l'ARC ne publie pas de chiffres, de statistiques sur les audits, les coupures ou des ratios, notre expérience nous permet d'annoncer ou d'avancer quand même quelques données. Alors, on a observé que les vérificateurs sont beaucoup plus stricts et beaucoup plus sévères qu'avant. Et selon ce qu'on voit dans l'industrie, à travers les entreprises et à travers nos discussions avec nos concurrents qui réclament des crédits aussi, c'est qu'il y a peut-être 1,5 fois ou 2 fois plus d'inspections qu'il y a 3 ou 4 ans. Et dans les cas inspectés, les coupures sont plus sérieuses. On parle de 2 ou 3 fois plus de coupures, des coupures plus profondes. Alors, ça amène les entreprises à exprimer un certain mécontentement quant au processus de la RSCDE et aussi des résultats obtenus. Et c'est ce qui fait qu'au cours des 10 dernières années, il y a eu une multiplication par 25 des avis d'opposition par les entreprises contestant les décisions de l'ARC. Les auditeurs se renouvellent. Alors, on a eu un rajeunissement des équipes. L'ARC a engagé beaucoup de diplômés de maîtrise et de doctorat qui sont assez connaissants de l'industrie et qui connaissent les technologies récentes. Alors, ça peut être une bonne nouvelle dans la mesure où ils sont en mesure de comprendre vos projets. Ce qui est peut-être moins facile, c'est qu'ils sont aussi formés maintenant à suivre à la lettre le manuel d'examen des demandes, qui est une nouvelle procédure qui a été définie au cours des dernières années. Et ça les oblige à juger chaque dossier systématiquement sur la base des 5 questions d'admissibilité. Ils sont obligés de rédiger un rapport structuré et étoffé pour justifier l'acceptation ou le refus de chacun de vos projets. Et ça, c'est pour satisfaire au contrôle de qualité interne de l'ARC. Et donc, on a une rigueur qui est appuyée par une expertise du personnel au niveau de l'ARC et par une procédure qui leur donne moins de marge de manœuvre d'utiliser le programme comme un incitatif, comme c'était présenté auparavant. On ne peut plaider l'ignorance, en particulier avec un nouveau service qui s'appelle le SCAN-D. Alors, depuis 2014, le service consultatif d'aide aux nouveaux demandeurs est un service qui est obligatoire, où il y a une séance d'information personnalisée qui est faite en entreprise lors de la première réclamation. Et vous avez à ce moment-là un auditeur technologique et un auditeur financier. Les deux se présentent et vont vous expliquer le programme de RSCDE, même si vous le connaissez. Ils vont vous parler de l'admissibilité des travaux, des dépenses. On va mettre en évidence l'importance de présenter langue technologique plutôt que langue fonctionnelle de vos projets. Et ils vont vous présenter les services d'aide qu'ils offrent, comme la EPP, l'évaluation préliminaire de projet, qu'on vous recommande absolument de ne pas prendre. J'expliquerai plus loin. Ensuite, on va, à partir de ces généralités-là, parler du contexte spécifique de votre entreprise et à quel point la RSCDE s'applique ou pas. Et il va y avoir une importance qui est mise sur la documentation et en particulier les feuilles de temps. Alors ça revient à chaque fois et ça vous dit essentiellement, vous ne pouvez pas ignorer l'importance de la documentation. Vous ne pouvez pas, lors d'une visite subséquente l'année d'après ou les années suivantes, dire « je n'étais pas au courant que la documentation était essentielle. Nous, dans un start-up, on ne fait pas de documentation, tout est dans notre tête. » Ça ne peut pas fonctionner dans le contexte où on vous a déjà dit, lors de la première fois, vous devez respecter ces conditions-là si vous voulez être admissible dans le futur. Alors, comment prévenir les audits? Ça dépend beaucoup de la préparation. D'abord et avant tout. Et pour ça, je vous réfère à la présentation que j'ai donnée avec nos amis d'Innocentre le 4 juillet dernier. On avait expliqué à ce moment-là un peu plus en détail la démarche pour faire une bonne réclamation et ça, évidemment, c'est le point de départ pour éviter les audits.
Nos recommandations, toujours en termes de prévention, c'est de bien documenter les problèmes technologiques et les regrouper en activités expérimentales. On doit présenter une description par axe technologique et non par projet client ou produit. Alors ici, c'est parce qu'un produit, une fois qu'il est commercialisé, en principe, il n'est plus admissible au crédit d'impôt. Alors, on veut éviter ça. Chaque description de projet de RSCDE doit respecter la terminologie de l'ARC, hypothèse, prototype, test. Et ce sont des termes qui ne sont pas tout à fait familiers pour des programmeurs ou des informaticiens quand on parle d'hypothèse. Mais maintenant, c'est un passage obligé pour pouvoir qualifier les projets à la RSCDE et obtenir des crédits d'impôt. On doit bien choisir les profils technologiques réclamés. Ces profils-là ne sont pas envoyés, ce n'est pas une information qui est envoyée avec la demande de crédit d'impôt, mais ça n'empêche pas que dès qu'il va y avoir une demande de complément d'information, ils vont mettre le doigt dessus et ils vont vous demander de fournir les profils technologiques de vos employés et de vos sous-traitants. Quand on parle d'axe technologique plutôt que de projet client, on a ici une idée de ce qu'on veut dire par là. C'est que vous avez des projets clients et des projets internes à gauche, et certains de ces projets-là peuvent contenir des axes technologiques. On veut les identifier, et les axes technologiques, ensemble, vont former des projets de RSCDE. Alors, il y a un découpage complètement séparé entre le projet client et le projet interne, d'une part, et le projet de RSCDE de l'autre côté. Il faut avoir cette abstraction-là pour qualifier vos projets. Vous voulez répondre aux 5 questions, les 5 questions qui sont: existait-il une incertitude technologique? Est-ce que des hypothèses ont été formulées? Est-ce que les travaux sont d'investigation systématique? Des avancements technologiques ont-ils été réalisés? Et y a-t-il de la documentation contemporaine? Alors, on parle de 5 questions d'admissibilité, alors que tantôt, je vous ai parlé de 3 critères d'admissibilité à la RSCDE. Alors, comment les deux se combinent? Alors, surveillez la transition. Alors, vous avez ici comment le mapping se fait entre les 5 questions et les 3 critères. Dans tout ça, on voit que la documentation contemporaine sous-tend toute la démarche. Donc, parlant de documentation, je vous donne ici un extrait de l'annexe fiscale T661. C'est l'annexe qu'on remplit pour demander des crédits d'impôt dans le cadre de la demande de la déclaration de revenus de l'entreprise chaque année. Et ça, ici, ce que ça vous dit, c'est quand on parle d'une exigence de documentation, ce n'est pas qu'un mot vain. C'est qu'ici, on vous demande même d'identifier quels documents. Et dans cette section obligatoire à remplir, vous devez indiquer quels sont les documents que vous avez disponibles. Alors, imaginez que dans la deuxième case, vous avez des feuilles de temps, qu'au niveau de la 4e case, vous avez des carnets de laboratoire. Vous voulez cocher ces cases. Alors, vous voulez en cocher peut-être 3, 4 ou 5. Vous voulez éviter d'en cocher 0, puisque c'est sûr qu'on va vous poser la question, est-ce que vous avez de la documentation? Si la réponse est non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et si la réponse est vous n'avez pas rempli ces coches-là, vous attirez encore l'attention de l'auditeur et c'est un problème en termes de conformité. Si vous avez coché toutes les cases, ce que j'ai vu aussi déjà, c'est tout à fait ridicule parce que ce n'est pas réaliste. Encore là, vous attirez l'attention. Alors, il faut que ça soit réaliste comme documents que vous reconnaissez avoir et vous devez les avoir disponibles rapidement. Quand on vous les demande et on va vous les demander souvent, il faut que vous puissiez répondre et les envoyer typiquement dans la journée si vous voulez être crédible. Si vous prenez un mois pour envoyer des feuilles de temps, on peut se poser la question à quel point ils ont été fabriqués ou pas. Les feuilles de temps, c'est probablement le premier document que vous devriez prévoir avec vos employés, puisqu'effectivement, ça permet de qualifier la matière de RSCDE, mais ça permet aussi de quantifier les salaires. Or, les crédits d'impôt, c'est de l'argent, et l'argent, c'est des pourcentages de salaire. Il faut relier les salaires à des activités expérimentales. Si vous avez suivi ces recommandations, mais que malgré tout, vous arrivez et on vous demande d'être présent à une audit, alors comment on fait pour survivre à cette étape-là? Alors, quand le feu est pris, si vous voulez, là, comment est-ce qu'on fait pour contrôler le brasier? Nos recommandations, c'est de respecter les étapes de prévention, de gagner la priorité positive des inspecteurs, de simuler la rencontre d'audit et de garder le contrôle des échanges avec les inspecteurs. Alors, point par point, quand on parle de respecter les étapes de prévention, on veut éviter la panique ou le stress lorsqu'un audit est annoncé. Ce qui doit quand même
Ce qui doit quand même générer un certain émoi dans une organisation, il faut se le dire. Surtout si l'organisation n'a pas été préparée ou n'a pas la confiance ou n'est peut-être pas à jour sur les démarches de RSCDE. Alors, on veut évidemment être confiant, avoir un certain niveau de confiance, et ça permet de vous assurer que votre projet se qualifie pour la RSCDE et que vous pouvez démontrer votre expertise. Vous voulez répondre rapidement aux demandes de l'ARC. Encore une fois, c'est une question de crédibilité. Gagner l'a priori positive des inspecteurs, c'est que avant même que la rencontre de DIT ait lieu, on va vous demander un complément d'information. Alors, ces informations-là vous donnent l'occasion de démontrer d'avance que vous avez de l'information additionnelle à votre demande originale, de l'information additionnelle qui permet d'étoffer votre demande. On veut éviter que l'inspecteur vienne le jour de l'audit avec l'idée préconçue de couper vos crédits à zéro. Et pour ça, vous allez prouver que vos projets satisfont aux 5 questions avec les preuves documentaires par activité et par hypothèse. Vous voulez aussi prouver que vos heures réclamées sont défendables. Et pour ça, il y a un processus d'identification des heures que vous pouvez expliquer. Vous appuyez ça avec une matrice des heures et le profil technologique de vos ressources. Démontrer qu'on est raisonnable, encore là, ça fait partie du processus avant même que le jour d'audit ait lieu. Alors, détailler le processus d'identification des heures, par exemple, vous pouvez expliquer comment vous avez identifié des projets avec du potentiel de RSCDE, comment vous avez discuté avec vos employés pour identifier les activités admissibles, que vous avez identifié les périodes de ces activités expérimentales, et ensuite que vous avez collé à ces activités des heures en lien avec des projets de RSCDE. Et ça se fait plus facilement si vous pouvez extraire de vos feuilles de temps les projets de RSCDE, les projets clients, les activités, les types d'activités menées par vos employés. Nous, on vous recommande de présenter une matrice par activité, par mois et par personne, qui est une façon de donner un niveau de granularité à votre explication. C'est ce qu'on présente ici comme exemple. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est en mesure de dire qu'on a identifié 2660 heures de RSCDE pour un total de 6357 heures travaillées. Donc, ce taux de 41%-là est tout à fait raisonnable pour une entreprise même mature technologiquement. Une entreprise qui est plus nouvelle, qui est une start-up et qui développe des projets plus technologiques pourrait aller chercher facilement 60 à 80%, par exemple, de ses salaires en RSCDE. Simuler la rencontre d'audit avant la journée fatidique vous permet d'éviter dans des pièges classiques qui conduisent à la coupure des crédits. Par exemple, l'auditeur peut avoir cette désagréable tentation de vous tendre des pièges, de poser des questions qui vous amènent à répondre de façon qui vous condamne. Par exemple, si je comprends bien, vous avez essayé une méthode A pour résoudre votre problème technologique, vous l'avez abandonné, puis vous avez essayé la méthode B, c'est bien ça? Vous répondez oui, bien, vous êtes en train d'admettre qu'il s'agissait d'une démarche d'essai et d'erreur qui n'est pas admissible au crédit d'impôt. Un autre piège classique, c'est si vous avez fait une demande d'évaluation préliminaire de projet. La réponse est souvent négative, a priori, et vous vous retrouvez ici que cette évaluation préliminaire que vous avez peut-être faite 1 ou 2 ans avant votre projet vient vous hanter ici et donne une prédisposition négative à l'inspecteur. Alors, pour simuler la rencontre, nous, on vous recommande de le faire avec une présentation PowerPoint qui vous permet de contrôler les messages que vous passez. Et cette présentation-là que vous avez préparée, vous la simulez. Donc, votre directeur technique la présente devant vous et devant des gens qui connaissent les 5 questions et qui connaissent la RSCDE. Votre directeur technique est peut-être très bon dans son domaine, mais il est peut-être nerveux devant les autorités fiscales et il est peut-être plus ou moins familier avec la RSCDE non plus. Alors, on veut ici qu'il ait l'occasion de le pratiquer d'avance. La présentation va quand même commencer par un contenu d'affaires et technologique. Ça, c'est une information qui n'est pas envoyée avec la réclamation de RSCDE initiale. Mais c'est une question que les auditeurs veulent entendre.
On veut connaître le contexte de l'entreprise pour voir comment la technologie et la RSCDE s'inscrivent là-dedans. Donc, allez-y d'avance, fournissez cette information avant qu'on vous la demande. Vous présentez vos projets et vous les présentez selon le principe des 5 questions. Ainsi, vous donnez à l'auditeur l'occasion de confirmer l'admissibilité de vos projets plutôt que d'avoir à chercher lui-même si les 5 questions sont répondues. Vous présentez votre processus d'identification des heures et des dépenses pour montrer que vous êtes raisonnable. Et ça, c'est encore une fois la matrice des heures et des ratios, comme on l'a vu tantôt. Les profils et rôles des ressources technologiques, vous voulez aussi les présenter. Elles vous seront typiquement demandées en audit et lors de la demande de complément d'information, même si ça ne fait pas partie de la réclamation et ça ne fait pas partie de ce qui est envoyé au gouvernement au moment de votre demande. Vous voulez contrôler les échanges, le jour de l'audit, le jour fatidique, pour éviter de vous retrouver sur la défensive. Et là, c'est là que la présentation vous permet de garder le contrôle, de choisir vos messages, les messages d'admissibilité, les messages de conformité avec les 5 questions. Et puis pour l'auditeur, c'est quand même une façon plus simple d'arriver à remplir son rapport d'évaluation qui sera contrôlé par ses supérieurs. Vous voulez vous permettre ici d'aller le plus technologique possible. Il ne s'agit pas de vulgariser. Vous ne présentez pas à un client, vous ne présentez pas à vos amis. Vous parlez à un auditeur technologique qui doit comprendre que votre projet est innovateur pour votre entreprise et peut-être même pour le monde. Profitez-en pour demander au fur et à mesure à l'auditeur est-ce qu'il a bien compris, est-ce qu'il est d'accord et reconnaît que vous avez rencontré une incertitude technologique, est-ce qu'il est d'accord que votre avancement technologique est conforme, est-ce qu'il est d'accord sur la documentation que vous avez présentée. Donc, cet assentiment-là, malheureusement, les auditeurs n'ont pas toujours l'honnêteté de le faire. C'est-à-dire qu'on va vous dire oui, on acquiesce ou on est vague, et vous avez l'impression que votre projet est accepté, que vos projets sont acceptés. Vous avez insisté auprès de l'auditeur pour lui dire est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut répondre sur place ici, est-ce qu'il y a des choses qui suscitent de questions chez vous. Et on va souvent voir que c'est lorsque l'auditeur revient à son bureau, un mois plus tard, il va envoyer un rapport, il va dire vos projets sont tous refusés. C'était l'occasion d'en parler alors que l'auditeur était présent dans l'entreprise. Mais on veut quand même faire cette démarche-là. Ça peut fonctionner des fois d'obtenir l'approbation positive relativement aux 5 questions. Ça conclut la présentation et ça ouvre la période de questions. Et merci beaucoup, Pierre. Écoute, oui, on a des questions. On va simplement revenir sur notre mode de partage où on va nous voir tous les deux. Donc, merci beaucoup. Alors, on revient. Voilà, alors rebonjour. Donc, écoute, en fait, ce qu'on voit à travers ta présentation, c'est qu'il y a quand même un durcissement de certaines mesures qui sont liées à ces crédits-là. Et notamment, tu as nommé les vérifications, entre autres. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? C'est que, d'une part, il y a eu une réduction des taux de crédit d'impôt au fédéral et au provincial, mais aussi, en parallèle, un durcissement de l'application du programme. Donc, la loi n'a pas changé, mais ça fait partie je dirais, d'un déplacement, d'un virage qui s'est fait, alors qu'à une époque, on parlait d'un programme incitatif et les auditeurs venaient avec l'idée d'aider les entreprises. Ici, on est davantage dans une mécanique où on essaie de s'assurer qu'un projet est tout à fait conforme pour accepter. Ça s'explique en particulier par l'inflation des montants de crédit d'impôt qui étaient donnés année après année. Alors, le gouvernement disait, écoute, ça continue à augmenter à 5 par année, là, les crédits d'impôt qu'on donne. Des projets sont peut-être plus faibles, plus farfelus. Alors, on va essayer de resserrer la vis ici. Et je vais revenir aussi à un des éléments, je pense, importants qui doit aussi, évidemment, une situation qui semble arriver de plus en plus. C'est qu'est-ce qu'on fait quand c'est refusé totalement? Alors, notre demande est refusée à 100% au sein d'une entreprise. On veut le plus possible résoudre le désaccord avec l'ARC au premier niveau possible.
Donc, on veut faire appel à l'auditeur lui-même et lui expliquer qu'on n'est pas d'accord avec sa décision et qu'on aimerait fournir des informations additionnelles ou le rencontrer à nouveau, de préférence avec son supérieur. Et là, à ce moment-là, son supérieur peut aider à faire accepter votre projet. Si c'est toujours refusé, avant qu'un avis de cotisation soit émis, vous voulez faire cette démarche-là, de vous manifester auprès de son supérieur, parce qu'on veut le plus possible résoudre ça avant qu'un avis de cotisation ou un projet de cotisation soit émis. Une fois que c'est fait, on peut demander un avis d'opposition. L'avis d'opposition est une démarche qui ne fonctionne jamais. Donc, c'est un exercice administratif qu'on offre, mais qui est un peu inutile. Par contre, avec l'avis d'opposition, on peut choisir de poursuivre l'ARC. On peut faire une démarche en cours. Ici, il y a deux processus, un processus simple ou un processus plus compliqué. Mais j'imagine qu'on ne veut pas se rendre jusque-là. C'est pour ça qu'on veut absolument, au premier niveau, avec l'auditeur et son supérieur, typiquement, c'est là qu'on va arrêter la démarche. On va éviter de penser si bien après ça d'aller plus loin dans des démarches légales. Ça devient monstrueusement coûteux. Alors, effectivement, on veut s'entendre le plus possible avec l'auditeur lors de la journée d'audit et sinon avec son supérieur lors des semaines qui suivent. Et on voit quand même que c'est un processus qui doit être organisé. Je pense que c'est ce qui ressort de ta présentation, parce qu'on veut être capable de donner les bons chiffres, les bons documents au bon moment. Ça fait partie de la confiance qu'on établit avec l'agence. Tu considères que c'est quoi quand on débute un projet, là, le point important à considérer dès le départ, là, hormis la question de la documentation? Et comment on évalue, entre autres, si on a besoin d'aide ou on est capable de faire une partie de la démarche seule dans ce type de situation? Je dirais que si on n'a pas l'expérience d'avoir réclamé de la RSCDE, et même si on a l'expérience, le programme évolue et son interprétation évolue, je dirais que c'est utile de demander conseil. Qu'on fasse appel à un expert ou à des gens que vous connaissez qui ont l'expérience de la RSCDE. C'est souvent une bonne façon de vous positionner, savoir est-ce que vous avez les ressources internes pour le faire ou pas. Est-ce que vous avez l'organisation en termes de documentation qui est satisfaisante ou pas. Souvent, pour des jeunes entreprises, la notion de documentation n'est souvent pas très importante dans leur esprit. Alors, ils essaient de se concentrer sur leur développement, tout se passe dans leur tête, et puis les rencontres se font plutôt sous forme de tableau. Mais on a une obligation, si on veut aller chercher des crédits d'impôt, de se plier à certaines règles. Et ce serait quoi, pour terminer, en fait, un conseil que tu donnerais aux gens relativement à une situation d'audit, par exemple? Je vous dirais, c'est un peu comme si vous étiez poursuivi en cours, vous ne voulez pas vous défendre tout seul. Alors, faites appel, demandez un coup de main. Demandez un coup de main, faites appel à des gens qui connaissent ça. Puisque d'y aller tout seul, c'est un peu comme se présenter devant le juge et de faire ça avec simplement l'impression qu'on va vous écouter de bonne foi. Okay. Donc, une bonne préparation. Écoute, j'ai une dernière question ici qui est rentrée, qui a trait au taux actuel des crédits ARC et RQ. Est-ce que tu peux, la personne n'a pas précisé, mais est-ce que tu peux nous aider un petit peu là-dessus? Si on regarde au Québec, les taux de l'ARC et de Revenu Québec combinés vont donner un minimum de 55% de crédit d'impôt. Il y a un calcul entre les deux qui n'est pas une simple somme. Alors, on prend un chiffre, on ajoute 55%, on prend les crédits du Québec, on les soustrait. Alors, tout ça, ultimement, ça donne un chiffre de 54% en fait d'admissibilité de taux de crédit d'impôt. Et puis, au fur et à mesure qu'on augmente les crédits d'impôt, on va aller chercher jusqu'à éventuellement 74% de ces dépenses admissibles, les salaires admissibles qui vont être remboursés en crédit d'impôt. OK. Écoute, merci Pierre. Merci. Merci aux gens d'avoir été avec nous. Il n'y a pas d'autres questions, donc on va terminer le webinaire ici. Je vous rappelle que le webinaire va être disponible sur le site d'Innocente ainsi que du côté de Emergex, donc vous pourrez le revoir à compter de demain sans problème. Si vous avez des questions ou des choses reliées à la présentation d'aujourd'hui, on vous invite à communiquer avec nous. Vous avez un courriel donc dans ce webinaire et on va transmettre les informations et je suis sûre que Pierre
va être très heureux de pouvoir y répondre. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Pierre Savignac d'Emergex. Et on se revoit donc pour un prochain webinaire très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.